Je vais commencer, Elga Mondizir, pour introduire un peu ce webinaire, avant de laisser la parole au groupe Réflexe qui va faire la présentation en tant que telle. Donc quelques mots pour vous indiquer que cette étude évaluative a été réalisée et a été lancée en 2018. C'est une étude qui sera bientôt maquettée et publiée. Il nous semblait intéressant, dans le cadre de ce mois du logement, de vous présenter les principaux enseignements. Donc, étude conduite par le groupe Réflexe, impulsée et suivie au sein d'un groupe de travail de l'Observatoire national de la politique de la ville, sur le suivi et l'évaluation des programmes de renouvellement urbain. Donc, ce GT est composé d'acteurs assez divers, mais plutôt d'acteurs du logement, comme Action Logement, l'USH, acteurs de la politique de la ville, bien sûr, l'ANRU, et puis parmi les acteurs du logement, la DHUP également. Bon, je ne vais pas tous les passer, mais en tout cas, étude vraiment suivie tout le long par l'ensemble de ces acteurs pour lancer une approche un peu novatrice sur la question en considérant les effets du relogement du point de vue des habitants, puisque de nombreuses études avaient déjà été conduites sur l'impact de la rénovation urbaine sur l'occupation sociale et la mixité sociale. Et donc là, on a souhaité avoir un angle un peu nouveau pour analyser la trajectoire résidentielle des habitants et interroger cette notion de trajectoire résidentielle sur le temps long, en considérant 15 ans après le début de la rénovation urbaine et des premiers relogements. Analyser l'impact du relogement sur les parcours de vie et puis aussi analyser les dispositifs d'accompagnement qui ont pu favoriser l'appropriation des espaces de vie par les ménages. Alors, quelles sont les méthodes qui ont été mises en place? Une méthode qualitative avec 10 sites qui ont été sélectionnés. Loïc vous expliquera tout ça très bien, avec des enquêtes de terrain qui ont été réalisées auprès des acteurs locaux du logement et aussi auprès d'un échantillon de ménages qui ont été tirés au sort. Donc, la synthèse de cette étude sera bientôt publiée, comme je l'indiquais, et on va aussi publier sur le site de l'ONPV les différents livrables qui ont été faits, notamment les livrables sur l'état de l'art, qui est assez complet sur le sujet, et puis un peu un détail de la méthodologie et des discussions qui ont donné lieu au choix des différents sites étudiés. Enfin, vous indiquez que c'est une étude évaluative, donc il y a un certain nombre de pistes et de recommandations qui sont faites et qui sont laissées à la libre appréciation des acteurs en vue du relogement. Et donc là, maintenant, je vais laisser la parole à Loïc qui va enchaîner avec la présentation plus détaillée de l'étude. À toi, Loïc. Ça marche. Bonjour à tous. Donc, Loïc Gindre, gérant de l'agence Place, qui est une coopérative conseil à Bordeaux, et je fais partie du groupe Réflexe, qui est un réseau de bureaux d'études sur les politiques de logement, la politique de la ville, les politiques de rénovation urbaine, composé de 6 bureaux d'études parsemés sur tous les territoires de France. Donc, on est un réseau complètement indépendant par rapport à l'ensemble de toutes les institutions. On est majoritairement constitué de coopératives et on travaille depuis plus de 20 ans, 30 ans pour certaines d'entre nous, sur ces questions. Donc j'ai eu le plaisir de coordonner un peu cette évaluation qui a mobilisé l'ensemble des équipes du réseau Réflexe, du groupe Réflexe, et on sera cet après-midi 3 à vous présenter les résultats. Donc Agnès Lemoine d'abord, par galanterie, du Serrure à Rennes qui est avec nous, et Maxence Moretto de l'ADEUS à Marseille, on fera un trio pour vous exposer les résultats de ce travail. Donc, pour commencer, je vais partager mon écran sur la présentation. Hop là. Je pense que tout est OK pour tout le monde. Donc, pour un peu paraphraser ce qu'a dit Elga, cette mission, elle posait 2 objectifs un peu forts dans son énoncé. Le premier était de se réinterroger un peu assez classiquement sur les impacts du relogement auprès des habitants
et cela un peu 5 ans après les effets du relogement. L'ambition, c'était de comprendre, de se donner le temps de voir ce qui s'était joué quelques années après, alors que la majorité des enquêtes de satisfaction se font peut-être entre 2 mois et 1 an après. Là, tout l'enjeu était de savoir, au-delà de ce que certains appellent le traumatisme de l'annonce et du relogement, comment ça s'est joué. Donc, en termes de satisfaction quant au relogement lui-même, la qualité du quartier, le confort, le cadre de vie, mais aussi et surtout, j'allais dire, en termes de reconfiguration des réseaux, des liens, des repères, hein, que ce soit sur la question de l'emploi, de l'école, des différentes mobilités, de la vie familiale. Et on verra que ce sujet-là est tout à fait essentiel, mais vous en avez bien conscience, par rapport à la réussite de la mise en œuvre du relogement dans les opérations de renouvellement urbain. C'était aussi l'occasion de se réinterroger, comme l'a dit Elga, sur les conditions et pour le coup les points de vigilance, et on viendra sur un certain nombre de propositions, recommandations, préconisations quant au levier et au mécanisme d'un relogement réussi à un moment où ça fait déjà quelques années qu'on a commencé l'étude, où on passait d'une logique très centrée sur le quartier, de recomposition du quartier, avec un espace de projet assez resserré sur ce même quartier, à une logique avec le NPRU, d'une logique de désidentification et d'une approche à une échelle intercommunale qui devait ouvrir les choix et éventuellement ouvrir les choix dans le relogement, pour le relogement des ménages issus de ces quartiers. Donc, c'était un peu nos deux postulats de départ. Et comme l'a dit aussi, là encore une fois, Elga, on n'est pas parti de rien. On est parti sur la base ce qu'on a appelé l'état de l'art, en essayant de travailler sur les acquis un peu des différents regards, d'évaluatifs ou pas, sur la question de la mise en œuvre du relogement, des effets sur la mixité des quartiers et des mécanismes de relogement. Et je voudrais vous citer 4 renseignements un peu qu'on a un peu rapidement comme ça, qu'on a tirés parce qu'ils impactent sur notre posture et notre regard et éventuellement les préconisations par la suite. Le premier, et c'est beaucoup Catherine Lelévrier qui l'a montré, c'est que le relogement ne bénéficie pas à tous de la même manière. Là, pour elle, hein, elle l'a bien montré, mais elle a bien montré bien d'autres choses, que la démolition produit une sorte de surmobilité des ménages qui veulent éviter le relogement contraint. Et ça se joue dans un jeu de tamis, une sorte de jeu, une sorte de tamis social qui s'organise pour ceux qui sont les moins captifs et les plus proactifs. Donc, ça, premier enseignement de l'état de l'art, hein, au-delà de ce qu'on a pu faire, et on y reviendra largement, c'est ce fait que ça ne bénéficie pas à tous de la même manière, et on va le confirmer largement. Le deuxième effet, hein, dans notre postulat, c'est que les effets du renouvellement urbain et les effets sur la recomposition urbaine, il peut accentuer la fragmentation et la hiérarchisation au sein même des QPV. Et ça, c'est Pierre Gilbert, hein, qui l'a bien montré, et sans le caricaturer, il dit « les précaires les plus anciens, ils restent dans les vieux immeubles et il y a un effet de déclassement. Et les plus stables, et ceux qui sont dans l'emploi, ils sont dans le logement neuf et avec une espèce de promotion sociale, avec un jeu qui s'accentue de différence entre ces personnes. » Donc, les différences entre les gens, fragmentation au niveau des quartiers, et troisième enseignement, avant d'arriver au quatrième de cet état de l'art, qui est plutôt porté, mais d'autres le font, par Renaud Epstein, qui insiste sur l'effet ricochet sur les autres résidences qui ne bénéficient pas du renouvellement urbain et qui s'en trouvent déclassées. Avec cet effet ricochet, lui, il dit aussi il y a l'effet plumeau. Le fait est que les gens sont relogés aussi dans des quartiers qui n'ont pas bénéficié du renouvellement, en accentuant les effets de spécialisation de certains quartiers, alors que d'autres, éventuellement, sont dans des dynamiques plus positives. Et au final, et ça de façon un peu plus récemment, quand on regarde les travaux déjà d'évaluation de la mise en œuvre des CIA à travers dans les différents territoires de métropole,
il s'avère que malgré les mécanismes qu'on peut mettre en place d'attribution, en essayant de jouer la déspécialisation dans les attributions, il s'avère que la spécialisation s'accentue dans bon nombre de quartiers et c'est un fait, malgré le renouvellement urbain, malgré les nouvelles conditions, malgré les nouvelles politiques d'attribution, on a là un effet de spécialisation souvent qui continue, même si, là aussi, je caricature beaucoup. Alors, quand j'ai dit tout ça, je veux dire, quoi faire? Parce qu'on a l'impression qu'on essaye tous les chemins, et c'est bien, et là je vais aller au cœur de notre sujet, parce que quand on dit quoi faire, quand on pose cette question, on se dit que c'est peut-être qu'il faut changer de focale, et c'est peut-être moins regarder, et ça a été tout l'enjeu de notre étude, la trajectoire du quartier dans son niveau de spécialisation sociale, que plutôt la trajectoire des gens dans leur inscription, leur insertion dans la ville et leur intégration. Et toute la plus-value, j'espère, en tout cas, de cette étude a été de regarder les mécanismes du renouvellement urbain au regard de la trajectoire des personnes, des ménages qui en ont bénéficié ou éventuellement qui l'ont subi. Et c'est bien ça, on va se focaliser là-dessus cet après-midi. Alors, je vais aller en retour assez vite sur la méthode, puisque vous pourrez la télécharger. Hein, Elga Mondésir vous l'a précisé, tous les documents de l'étude, dont l'état de l'art, pourront être téléchargeables bientôt avec la synthèse. Donc, on a regardé un peu l'ensemble des quartiers en renouvellement urbain. À l'époque, on avait 375 projets qui regroupaient 565 quartiers. On a regardé, on les a un peu typologisés au regard des grands typologies urbaines et de tension des marchés, hein, sur le contexte urbain, le niveau de tension des marchés, de la présence du parc HLM plus ou moins concentré sur quelques quartiers. C'était important d'essayer d'avoir une diversité de figures de la mise en œuvre du relogement, puisque ce relogement est largement impacté par son contexte, et c'est bien pour ça que nos préconisations doivent bien s'ancrer dans les réalités locales du territoire, vu qu'on n'est pas du tout sur les mêmes configurations quand on passe d'un monoquartier dans une petite ville moyenne détendue à de très grands quartiers d'habitat social et une production de logements à haute intensité dans les grandes métropoles qu'il peut y avoir. On n'est pas du tout dans les mêmes contextes et les opportunités, évidemment, du relogement ne sont pas les mêmes. Donc, on a regardé un peu ça dans sa diversité. On a aussi regardé quelque chose qui nous a semblé, et au fur et à mesure qu'on travaillait, de plus en plus important, c'est-à-dire comment était mis en œuvre localement pour chacun de ces sites le relogement au regard de la mise à distance du quartier. Est-ce que les relogements étaient concentrés sur le quartier prioritaire qui était en projet à ce moment-là, jusqu'à une mise en œuvre avec une géographie largement diversifiée. Là aussi, ça nous a semblé important de typologiser un peu l'ensemble de ces mises en œuvre du relogement pour essayer d'avoir une diversité de figures, de sites, reprenant cette mise en œuvre du relogement. Donc, on a regardé, je vous l'ai dit, on a typologisé l'ensemble de ces quartiers avec ceux qui ont été relogés essentiellement dans le quartier, jusqu'à ceux où le quartier était entièrement détruit pour sa plus grande majorité. Et pour le coup, on a été dans une autre géographie, avec en intermédiaire les quartiers, enfin les mises en œuvre du relogement qui se sont faites dans le quartier et dans d'autres quartiers prioritaires, ou progressivement vers une nouvelle géographie qui s'éloignait de celle de la géographie prioritaire de la politique de la ville. Donc, au final, on a choisi 10 sites, hein, ça c'était le cadre de notre commande, collectivement, avec le comité de suivi de l'étude, de cette étude, sur une diversité de sites, 10 sites entre l'Île-de-France, et encore une fois, là, il y a eu des débats sur l'Île-de-France, on est sur des typologies largement différentes et différenciées au sein de l'Île-de-France, mais des situations en Île-de-France, dans les grandes métropoles en tension, dans les grandes villes plutôt détendues, dans les villes moyennes et petites détendues, avec
pour certaines d'entre elles, avec un regard sur leur spécificité de la mise en œuvre du relogement. Donc ça, c'était pour le choix des sites. Sur la question de l'approche auprès des ménages, donc sur chacun des sites, nous avons rencontré une dizaine de personnes, de ménages qui ont bénéficié de ces relogements. L'idée était d'être dans la neutralité la plus totale, ou presque totale, dans le sens où on ne souhaitait pas être orienté sur tel ou tel ménage dans cette approche qualitative, mais bien prendre au hasard, par tirage au sort, des ménages qui correspondaient à cette mise en œuvre locale du relogement. Donc, on a organisé ce tirage au sort en respectant, puisque ça c'est devenu très important, la représentativité de ceux qui étaient restés sur place, de ceux qui étaient restés sur place, ceux qui sont aller dans des secteurs plus attractifs, et il a fallu travailler un peu sur cette notion du quartier, ceux qui sont allés aux franges du quartier, parce que cette mise à distance, souvent la question des franges du quartier, alors qu'on est en proximité du quartier, mais on n'est pas tout à fait, renvoie à des parcours très positifs, ceux qui sont allés plutôt dans d'autres quartiers ou dans ce même grand quartier au sein de ces très grandes ZUS, pardon. Et puis, le choix aussi en respectant de ceux qui sont allés sur d'autres grands quartiers prioritaires ou dans une autre géographie. Vous voyez, on a essayé dans ce choix aléatoire par tirage au sort, aussi essayer de respecter cette mise en œuvre locale du relogement pour essayer d'avoir un échantillon, j'allais dire, représentatif, parce que là, on n'est pas dans une approche quantitative, statistique, fondée très, j'allais dire, scientifique. Mais cette centaine de ménages que nous avons rencontrés nous permettent d'avoir un certain nombre d'enseignements d'un point de vue, j'allais dire, qualitatif, et on va y revenir très clairement, mais aussi sur un petit regard quantitatif. Et je vais essayer de vous en tirer les plus grands enseignements maintenant, avant de passer la parole à mes collègues. Donc, les résultats et les acquis de cette évaluation, j'allais dire, se regardent ensemble avant d'aller dans la profondeur des 7 profils que nous avons pu, que nous avons en tout cas essayé de synthétiser. Et là, dans ce premier enseignement, on corrobore un peu les résultats des enquêtes de satisfaction qui sont déployées localement, à savoir que si, j'allais dire, à l'annonce du projet de démolition, on a des réactions qui ont été largement mitigées et en demi-teinte, avec des appréhensions, des craintes, mais aussi parfois des soulagements, et même ça suscite de l'espoir. Donc il y a beaucoup cet enjeu-là quand on regarde globalement les effets. Au final, et ça, ce sont les ménages qui nous le disent, en tout cas ceux qui nous ont rencontrés, pour les 2 tiers d'entre eux, au final, 5 ans après ou un certain temps après, ça a plutôt été une bonne chose. Et ça a été plutôt une bonne chose parce que, d'abord, ils ont un regard plutôt largement positif sur le système d'accompagnement qui a pu se mettre en place, sur la question de l'information, sur la question du déroulé du déménagement. Et pour les 9/10, ils considèrent que tout s'est bien passé. Et ça, c'est une des conditions aussi de réussite de ce relogement. C'est plutôt une réussite, où ils le voient a posteriori avec ce temps de recul plutôt positivement, et j'allais dire cela malgré le fait que pour la majorité d'entre eux, les 2 tiers, ils ont eu une augmentation de loyer. Mais ça, c'est complètement pondéré avec la question du rapport qualité-prix. Les avantages qu'ils ont trouvés dans leur logement, et notamment sur les questions de chauffage, mais pas que, on pondère les effets d'augmentation de prix. Donc, c'est un enseignement qui est aussi important, même si, évidemment, on doit respecter les faits de ne pas augmenter les loyers dans la mesure des règles qui sont posées. Le troisième élément hyper important, c'est cette capacité à choisir des ménages et à comprendre les règles
qui sont posées au départ. Et ça fait partie aussi des clés de réussite. Pour 8 sur 10 ont eu le sentiment d'avoir eu véritablement le choix. Ils ont plutôt bien vécu les règles, même si, quand on a vu localement les règles déborder du cadre posé par l'ANRU largement, quand on n'avait plus la possibilité d'avoir plusieurs choix en même temps ou quand on allait au-delà des 3 choix. Ça, c'était quelque chose d'important et on y reviendra. Et au final, comme je vous le disais, presque 60%, on est plutôt sur des profils gagnants, pour 30% des profils perdants. Là, il faut faire, ça reste un point de vigilance très important et on y reviendra. Et 14% sont plutôt dans la différence. Derniers éléments que je voulais dire avant de passer la parole à mes collègues, et ça, c'est un point de vigilance majeur et peut-être que ça nous fait aussi sortir des dogmes. Peut-être aussi que ça fait baisser la pression quant aux critères de réussite de ces programmes de renouvellement urbain et peut-être aussi travailler différemment. Parce que, et c'est ce titre, le fait d'être relogé à distance ou dans le neuf ne garantit pas d'être gagnant. Ça nous paraît tout à fait essentiel. Plus de la moitié de ceux qui sont restés à proximité, qui sont restés dans le quartier, ils se considèrent comme gagnants aussi. Donc, ce n'est pas le fait de la délocalisation, bien évidemment, qui fait qu'on est gagnant, même si, dans notre regard un peu d'ensemble, il y a un peu plus de gagnants pour ceux qui sont délocalisés par rapport au quartier. Et le fait de se délocaliser en tant que soi n'est pas une condition de réussite, puisque un quart d'entre eux se considèrent comme perdants. Donc ça, c'est un point de vigilance majeur. J'allais dire une opportunité pour éventuellement élargir les choix, c'est que le type de produit, nouveaux logements proposés, n'est pas non plus garant de la réussite ou pas des effets du relogement. Il n'y a pas plus de gagnants parmi les ménages relogés et dans un logement neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans, les critères, que dans l'ancien rénové ou non rénové. Enfin, nous, avec l'échantillon, on s'est retrouvés là-dessus. Ça se joue autre part, même si évidemment, ça peut contribuer largement à la réussite. Et il y a le troisième point, j'allais dire une exigence à avoir en permanence, c'est celui du respect du choix. Et ça, on va le revoir, qui est fondamental, avec le respect du choix, la question de la préservation des liens avec sa société d'avant, même si ça peut être cette proximité, ça se joue, enfin, cette préservation des liens, ça se joue ou dans la proximité ou dans la distance. Voilà. Alors ça, c'est les grands enseignements qu'on pose à travers cette évaluation. Et maintenant, on va aller un peu dans le détail de chacun des profils qu'on a pu faire ressortir et avec les points de vigilance ou un système de préconisation qui en est déduit. Effectivement, on a eu 7 grands profils. On a 7 grands profils identifiés dans cette évaluation et à chacun d'entre eux, on a essayé de mieux comprendre les ressorts, les attentes, relever les points de vigilance pour construire ces parcours réussis. Et effectivement, dans la mise en œuvre locale, vous allez retrouver sans doute l'ensemble de ces profils et donc pour le coup, faire en sorte qu'on soit plus dans la catégorie des gagnants, même si ça existe bien déjà qui sont majoritaires, que dans la catégorie des perdants. Et à ce moment-là, peut-être voir qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans ces situations. Donc, je m'arrête là pour ma part et je passe la parole à Agnès Lemoine du Serrure qui va nous exposer. Peut-être rester 2 secondes sur cette diapo, Loïc. Je te remercie. Je prends la suite. C'est vrai que l'objectif était de construire des profils et la première question simple qui permet de classer les ménages est celui du bilan qu'ils en tirent en termes de pertes, de profits ou de jeux à somme nulle. Et puis, c'est vrai que lorsqu'on affine un peu, on se rend compte que les raisons de ce bilan plus ou moins positif renvoient à des causes, à des rationalités qui sont différentes, qui sont contrastées et qui font entrer en ligne de compte à la fois le parcours
résidentiel du ménage, où est-ce qu'il en est aujourd'hui de la situation habitat, et l'inscription dans un quartier, autant d'ailleurs que dans un logement. Alors, autre enseignement général, c'est qu'on n'a pas repéré de corrélation simple et mécanique entre ces profils qu'on va vous proposer et puis les coordonnées sociologiques, les déterminants sociodémographiques des personnes. Même si effectivement, on rencontre plus de couples biactifs dans la catégorie des gagnants et peut-être plus de familles monoparentales dans les perdants. Alors, on va les dérouler en commençant par les gagnants. Donc, on voit qu'on a 3 sous-profils. Les tranquillisés pour démarrer. Donc, c'était des ménages qui s'étaient accommodés de leur logement, de leur quartier, mais qui restaient visiblement sur leur garde, témoignaient d'une forte vigilance, notamment par rapport aux enfants, ne pas traîner dans le quartier, etc. Il y avait, on était ouvert aux perspectives de changement et du coup, on s'est saisi du relogement comme d'une réelle opportunité. Et le relogement, finalement, il est vécu comme quelque chose qui apporte une forme de tranquillité, de sérénité, qui permet de dégager de la disponibilité pour repenser à autre chose qu'au logement et à l'environnement. Et donc, on va se concentrer sur l'essentiel, sur l'éducation des enfants, encore une fois, en premier lieu, souvent, mais ça peut être aussi le permis de conduire, le remboursement d'un crédit, etc. Donc, on se remet dans une attitude plus ouverte et plus disponible pour le reste. Le logement est donc une réelle opportunité parce qu'on était dans une situation de mutation souvent bloquée, avec le sentiment que de toute façon, on ne pourrait pas sortir de cette situation, de ce logement. Et donc là, la démolition relogement apparaît vraiment comme une façon de débloquer la situation. Parfois même, c'est une opportunité de gagner un logement plus agréable, plus adapté à la situation de la famille, plus confortable, avec des aménités nouvelles, etc., qu'on apprécie particulièrement. Deuxième sous-profil parmi les gagnants, c'est ce qu'on a appelé les émancipés. Et là, on voit bien qu'on a des ménages pour lesquels le relogement constitue un vrai effet libérateur. On a parlé d'un effet rebond. Ces ménages, en fait, étaient pas trop mal dans leur quartier, mais imbriqués dans des relations familiales, sociales, communautaires, dans desquelles ils avaient du mal à se dégager, qui étaient assez pesantes. Donc, du coup, ce relogement permet de franchir le pas, même si à l'origine, on n'est pas forcément enclin à partir, à déménager. Cette mise à distance que permet le relogement, elle est très positive parce qu'elle permet aux ménages de gagner en autonomie, une espèce de sentiment de liberté par rapport à un contrôle social qui était particulièrement pesant. Le relogement, dans ces cas-là, il ne s'est pas effectué forcément très loin de là où on habitait, hein. Ça peut être simplement dans un petit secteur plus attractif du quartier. On reste dans la proximité, on peut être aux franges, comme on a parlé Loïc, mais cette mise à distance, elle est d'abord psychologique, souvent plus que physique en tant que telle. Et la séparation de la famille, qui n'était pas forcément souhaitée au départ, parce qu'on était un peu englués dans cette situation qu'on avait toujours connue, là, pour le coup, on apprécie les marges de liberté qu'elle permet. Troisième sous-profil, les rescapés. Alors, ceux-là, ils sont effectivement pas très nombreux, mais leurs situations sont extrêmement complexes et je dirais que là, il y a une vraie question presque de survie qui s'opère à travers le relogement. Le quartier était devenu particulièrement anxiogène, souvent lié à un événement dramatique. Voilà, il y a eu un décès, des représailles, une mise en danger, et on était dans des situations qui paraissaient au ménage inextricables. Donc, on avait parfois, en plus, venaient se greffer là-dessus des situations sanitaires, sociales, un peu compliquées, qui rendaient la situation particulièrement lourde. Donc, le premier effet du relogement, c'est la mise à l'abri, et véritablement vécu comme une mise à l'abri, qui peut déclencher ensuite un engrenage d'effets positifs sur tous les autres pans de la vie personnelle et sociale et professionnelle. Et qui peut avoir un effet tellement déclencheur qu'on peut se remettre après à se
à se réinscrire dans une logique de parcours résidentiel avec voilà, des perspectives, des volontés. Voilà, on peut se projeter. Et pourquoi ça a bien marché? Parce que soit le relogement a été très rapide, il y a eu une prise en compte de cette situation d'urgence, soit au contraire, le relogement s'est opéré dans un processus assez long, patient, qui a décortiqué la situation et qui a permis de remettre le ménage en piste. Et quelle que soit cette situation, relogement urgent ou processus plus long, il y a eu un accompagnement social très fort qui a permis d'enclencher un accompagnement qui va au-delà du relogement lui-même, mais qui s'ouvre sur les dimensions sanitaires et sociales du ménage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point de vigilance et de risque par rapport à ces ménages? On va passer à la diapo suivante, Loïc, si tu… Voilà, parce qu'elle se redondante un petit peu. D'une part, c'est réaffirmer l'enjeu du relogement avec un reste à charge qui soit équivalent pour une surface équivalente et qui s'assure surtout de ce maintien dans le temps. Il faut qu'il y ait une forme de pérennité du gain pour que le gain du relogement soit pérenne. Et j'ai vu tout à l'heure dans les questions qui étaient posées, est-ce que c'est une question qui avait été abordée avec les bailleurs, cette prise en charge des fois d'un différentiel de surloyer pendant une période, la première période, c'est effectivement une question qui a été abordée. La deuxième piste d'enjeu et de vigilance, c'est la possibilité d'accompagner la reformulation du projet résidentiel des ménages, que ce soit en amont dans le cadre de l'enquête sociale pour accompagner à la reformulation du choix résidentiel, mais je dirais presque au-delà de la première étape du relogement, c'est-à-dire voilà, peut-être que la première étape du relogement n'est qu'une étape et qu'on peut avoir des perspectives à plus ou moins moyen et long terme. Et donc, on peut considérer aussi ce relogement comme une première étape importante. Et puis, accompagnement social pendant la période pendant la période et au-delà pour imaginer là aussi sur ce parcours résidentiel. Troisième préconisation, c'est la priorisation des relogements pour permettre une meilleure prise en compte des situations d'urgence. Et ça, c'est vraiment l'enseignement du profil dit des rescapés, qui nécessite certainement là effectivement un diagnostic social qui soit élargi au-delà de la question du relogement, hein, mais qui prenne en compte toute la situation du ménage dans sa globalité et qui nécessite certainement une approche partenariale des relogements parce que le bailleur lui-même ne peut pas tout faire. Quatrième piste, c'est l'amélioration de la connaissance de l'offre de logement qui sont mobilisables à la fois par les acteurs et par les ménages. Alors, je sais que c'est une question souvent posée, assez compliquée à mettre en œuvre, mais peut-être qu'il faut quand même la reposer. C'est est-ce qu'on peut multiplier le nombre de propositions faites aux ménages, mais surtout, est-ce qu'on peut leur proposer des offres de manière simultanée pour que les ménages n'aient pas l'impression des fois d'accepter un premier logement en évitant le pire, voilà, pour éviter une offre suivante qui sera moins satisfaisante. Deuxième volet dans ce chapitre, c'est mettre en évidence l'ouverture du champ des possibles. Ça peut se faire par des outils, atlas du parc, outils numériques, pourquoi pas visite virtuelle, on a vu que ça pouvait être pratiqué, et puis partager ces outils entre acteurs, entre bailleurs à l'échelle intercommunale, voire aller vers la systématisation d'un système de plateforme. Voilà ce qu'on pouvait dire très rapidement et de manière synthétique sur les gagnants, et donc nous allons passer aux indifférents. Alors, indifférents, là aussi, deux sous-profils, ceux qu'on a appelés les passifs repliés. Alors, ce n'est pas très joli, peut-être, il faudra peut-être aller vers d'autres dénominations, mais en gros, c'est les ménages pour lesquels c'était un peu comme ça. Ils n'ont rien revendiqué, ils se sont saisis des offres qu'on leur a proposées et du coup, les effets du relogement peuvent être positifs ou négatifs. En tout cas, ils n'arrivent pas
eux-mêmes à verbaliser quels sont les effets du relogement. En tout cas, on n'a pas le sentiment que ça a eu des impacts sur leurs conditions de vie. Peut-être que ces ménages, si on regarde les causes, ce sont des ménages qui se sont d'abord concentrés sur le processus même le relogement qui était particulièrement anxiogène, plus que sur la finalité et le logement qu'ils souhaitaient. Donc, on voit que là, on a affaire plutôt à des ménages qui sont inscrits dans le quartier avec de l'ancienneté, des relations sociales, et puis une culture plutôt inscrite dans l'acceptation. Donc, voilà, on fait avec. Finalement, c'est à la fin, il y a un décalage qui s'opère peut-être entre les craintes qu'on a eues et la situation au final. Et ben, finalement, tout ça pour ça, ça n'a finalement pas changé grand-chose. Quoi qu'il en est, quoi qu'il en soit, pardon, la qualité de l'accompagnement a été un facteur très important. Enfin, les invisibles, donc ce sont des ménages qui sont tellement pris dans des difficultés de la vie quotidienne complexes que le relogement n'intervient qu'en second rideau et il est complètement finalement délégué à autrui. En gros, c'est le bailleur, le chargé de relogement qui s'en occupe et nous, enfin, le ménage est assez passif et en retrait de ce processus qu'il opère. Donc, c'est pour ça que les conditions de relogement, elles peuvent être, enfin, le nouveau logement peut apporter des améliorations ou pas, puisque de toute façon, on n'a pas été très actif dans ce processus. On est un peu dépassé par cette chose et voilà, on se met en retrait. Et donc, les améliorations, elles se traduisent peu finalement dans la vie quotidienne au regard de ces problématiques que l'on vit au quotidien. Pour autant, et à terme, on peut voir que l'arrivée dans un nouveau logement peut redéclencher une mise en perspective résidentielle, prise de conscience qu'il aurait été peut-être plus intéressant d'être acteur du relogement, comme des voisins qui ont eu des logements meilleurs, enfin, qui ont eu du choix, etc. Donc, il n'est peut-être pas trop tard pour déménager. Et donc, sur les causes, c'est des gens qui exprimaient une forme à la fois de fatalisme, mais aussi peu d'exigence, car ils ont connu pire. Et c'est vrai que là, on avait plutôt des ménages qui avaient pu connaître des situations de foyer, de rue, de copropriété dégradée. Donc, le logement qu'on avait là, il était déjà pas si mal par rapport à ce qu'on avait connu. Donc, voilà, c'était déjà une première étape, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'est mis en retrait et qu'on aura, pense-t-on, l'équivalent. Alors, si on regarde les enjeux vis-à-vis de ce profil, l'importance de rassurer en amont du relogement sur ses conditions et sur l'ouverture des choix, et se saisir du relogement comme une opportunité pour prendre en compte les difficultés à la fois sociales, médicales, voire enclencher un processus d'appropriation du parcours résidentiel. Enfin, alors des dernières pistes d'amélioration et de recommandation, je regarde l'heure. Alors, Loïc, voilà. Là se pose, alors on l'a abordé le relogement bien avant l'annonce des démolitions. On sait que c'est un point sensible. Ça pose la question épineuse du moment de l'annonce, du moment opportun de l'annonce du relogement. Est-ce qu'il faut parler du relogement avant même que le programme de démolition ne soit connu? Et peut-être que c'est une question sur laquelle on aura l'occasion de reparler tout à l'heure, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est apparu peut-être comme une piste à réfléchir de manière un peu fine. Troisième piste, l'élargissement de l'accompagnement relogement dans un accompagnement social plus global, parce qu'on a bien vu que ce qui était en jeu pour ces ménages, c'est la capacité d'agir sur leur relogement. Donc, comment on fait en sorte que certains ménages soient acteurs de leur logement, ce qui nécessite à la fois un diagnostic plus approfondi en amont et un suivi surtout au-delà du relogement, parce qu'on voit bien qu'on a des ménages qui, une fois sont relogés un peu au petit bonheur la chance, puisqu'ils n'ont pas été maîtres de leur relogement, ils ne décodent pas. Là où ils sont arrivés, c'est un peu du pile ou face, quoi. Donc, comment on s'assure qu'ils puissent s'approprier le logement, mais au-delà, bien sûr, du logement, c'est le quartier, l'environnement dans lequel ils habitent.
Et puis peut-être, enfin, offrir une deuxième chance, une droit à la poursuite du parcours résidentiel, puisqu'on voit bien que pour ce profil, le relogement peut être apparu comme un révélateur des possibles. Et donc là encore, comment on pourrait reprioriser au sein des demandeurs de ménage relogés dans le cadre d'un relogement en rue. Voilà pour ces deux profils et je passe la parole à Maxence pour le dernier profil des perdants. Je dis oui, je m'excuse, du coup, on termine par les perdants. Je vais essayer de pas plomber la fin de cette séance. En même temps, c'est sans doute un des sujets majeurs, hein, avec les profils qu'Agnès vient d'évoquer. Dans ce profil des perdants, deux sous-groupes, on va dire les mis en échec et le pari raté. Les mis en échec, c'est vraiment des ménages pour qui le relogement s'est mal passé, qui ont, je vais dire, tout mal vécu du début à la fin, hein, avec une très forte difficulté sur le processus de relogement lui-même, un processus qui a été subi, qui a été mal vécu comme un traumatisme, et qui, in fine, ils vont considérer comme négatif jusqu'au nouveau logement dans lequel ils vont être relogés, et qui est lui-même mal vécu, pardon, qui est vécu comme une rupture, comme une fragilisation de leur vie sociale. On est le plus souvent sur des habitants qui vivent dans les quartiers depuis longtemps, souvent dans le même logement depuis longtemps, voire très longtemps, très attachés au quartier, souvent très investis dans leur logement, dans lequel ils ont fait des travaux, qui est extrêmement bien entretenu, et avec souvent un regard très critique sur la qualité du nouveau logement, qui est considéré comme très en deçà du précédent logement, moins adapté, souvent petit, sans rangement, mal isolé phoniquement. Donc on a énormément sur ces profils de récrimination sur les nouveaux logements. Un des deuxièmes effets produits, c'est vraiment des difficultés d'intégration dans le nouveau quartier et quelque part un relogement qui est perçu comme peu respectueux des relations sociales que ces personnes avaient construites, y compris souvent une vie associative dense, riche, etc., et qui quelque part est un petit peu effacée d'un coup de stylo, et qui du coup voilà, induit ces effets très négatifs de changement d'environnement, avec parfois des situations d'isolement, de déconnexion, de rupture. On peut parler de rupture biographique qui fragilise les ménages et qui a pu s'exprimer chez certains par des souffrances mentales, physiques. Certains parlaient de stress, de problèmes de santé qui avaient été déclenchés par le relogement, de dépression, une forme de sidération qui, in fine, peut s'apparenter aussi, à travers les effets de l'isolement, à une perte de tout ce capital social finalement qui était apporté par la dimension communautaire du quartier. Sur les causes, comment on peut les analyser? C'est d'abord des ménages qui ont eu le sentiment d'avoir subi le relogement, qui n'ont pas compris ni le sens ni la pertinence des projets de rénovation urbaine, qui ne souhaitaient pas quitter le quartier et à qui ça s'est vraiment imposé. Et face à ce déchirement, face à ces difficultés, eh ben, eux perçoivent un accompagnement jugé assez souvent insuffisant. Et en gros, ils vivent les choses de manière très violente. Comme un beau jour, on est venu, on nous a dit qu'il fallait déménager, que notre logement allait être démoli. On nous a pris, on nous a fait une proposition, on nous a mis à un autre endroit et cet endroit, il est nul. Voilà, si je caricature un petit peu, c'est un petit peu comme ça que les choses sont exprimées. Et du coup, voilà, je le disais un peu tout à l'heure, attends, juste reviens sur le dernier, c'était que la qualité finalement du logement, du nouveau logement, même si des fois elle est, c'est-à-dire qu'on peut avoir des relogements, on l'évoquait, dans du neuf, dans du réhabilité, etc. Le processus a été tellement douloureux et l'attachement à l'ancien logement était tellement important que même
voilà, une amélioration des conditions de logement n'est pas dépassable. Et ça a vraiment grippé et bloqué ce sentiment d'appropriation du nouveau logement, avec ce sentiment, voilà, d'un processus très subi. Le deuxième grand profil, c'est ce qu'on appelait le pari raté. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est l'inverse. C'est plutôt des ménages qui, on a pu le voir sur certains des profils des gagnants, hein, quand on évoque les émancipés, etc. On est ici plutôt sur des ménages qui se sont saisis du relogement en se disant, ça fait des années que je cherche à bouger, que ça ne fait pas. Parfois, j'ai une demande de mutation que j'ai depuis longtemps. Ce logement où je vis, finalement, je ne l'avais pas choisi. Donc oui, c'est l'occasion. Et ils se disent, voilà, là, on a une opportunité. Donc, on va jouer le jeu et on va essayer d'en profiter pour faire valoir nos droits, nos envies. Mais dans les faits, les choses ne se sont pas passées comme ils les attendaient. Globalement, on est sur des ménages qui peuvent avoir un petit peu le sentiment de s'être précipité au moment du choix, un petit peu par peur d'avoir de pire en pire au gré des refus, ou de s'être mis sous pression. Et du coup, on a la perspective qui était espérée de sortir de situations où l'opportunité d'accéder, c'est notamment le cas de gens qui avaient été en attente de logements individuels ou autres, et avec une dimension assez symbolique, hein, de promotion sociale, et où finalement, ils ont été mis à l'épreuve, hein, et ils font l'expérience d'une vraie déconvenue. Et qui plus est, souvent, une fois installés, les ménages vont se retrouver à nouveau dans des difficultés. Soit c'est ici, lorsqu'on a des ménages qui ont été relogés dans d'autres quartiers, Loïc le disait en introduction, et ils retrouvent les mêmes difficultés qu'ils avaient dans leur quartier d'origine, ou à l'inverse, des ménages qui restent dans le quartier, qui avaient fait le pari d'être relogés dans une opération neuve sur le quartier renouvelé, et qui après vont nous dire, mais finalement, on nous avait vendu des commerces, une école neuve, etc. On n'a rien vu arriver, ou tout ça n'est pas à la hauteur. Ou c'est aussi des ménages, pareil, lorsqu'ils font le choix d'un relogement dans le quartier, qui vont avoir un effet de déclassement avec l'arrivée de nouveaux ménages issus de voilà, qui viennent habiter dans les programmes de diversification, et ils voient des populations plus aisées qu'eux s'installer et se disent, en fait, non, nous, on n'a pas bougé, on est resté dans la même situation. Quand on a essayé de travailler un petit peu lors des entretiens les causes de ce désenchantement, on va dire, il y avait une assez grosse partie sur la mise à distance des réseaux amicaux, familiaux, communautaires, qui avait été finalement assez peu anticipé. Ils mesuraient peu combien ils étaient inscrits dans un fonctionnement social du quartier, et c'est en le quittant qu'ils en prennent conscience. Deuxième élément fort, je le disais, c'est le logement lui-même, qui s'avère souvent décevant, hein. On a plusieurs témoignages de ménages relogés dans des logements neufs, voire dans du logement individuel, qui était très idéalisé et qui finalement va dire, en fait non, finalement notre T5 dans la tour machin, il était vachement plus grand que la petite maison individuelle où c'est mal isolé, on a froid, il n'y a pas de rangement, les chambres font 8 mètres carrés, on ne peut pas rentrer l'armoire, on ne peut pas ouvrir la porte une fois qu'on a mis un lit de personnes, et les choses se passent pas bien, il y a des relations de voisinage qui sont parfois compliquées, des problèmes de bruit. Je me rappelle d'un témoignage de quelqu'un qui était dans l'Ouest, relogé dans une résidence avec une piscine, etc., et qui dit, mais à un moment donné, pour moi, c'était le rêve. Aujourd'hui, j'ai plus qu'une envie, c'est de partir. Et puis, ce que l'on disait sur les difficultés aussi parfois vécues par les ménages relogés sur place, qui voilà, sont déjà des déçus de la rénovation urbaine, qui n'a pas apporté ce à quoi ils s'attendaient. Du coup, sur ces quelques grands enjeux, hein, c'est notamment ce qu'on a appelé le droit de suite ou le droit de poursuite du parcours résidentiel, la question des réseaux de voisinage, la question de l'accompagnement post-relogement, et puis la question de l'intégration et de l'appropriation du nouveau logement. Donc, si on décline un petit peu ces pistes, la première, et de toute façon on y reviendra un petit peu en conclusion, c'est cette idée d'offrir une deuxième chance, d'offrir un droit de suite
on a un droit à la poursuite du parcours résidentiel. Donc c'est là un point qu'on retrouve avec entre guillemets les indifférents, c'est que ce droit à l'erreur pourrait ouvrir droit à une reprise du parcours résidentiel. Et ça apparaît vraiment comme une priorité pour ces ménages qui se disent, ben, non, je me suis planté, je me suis fait avoir, et maintenant je me sens coincé, je repars en bas de la liste. D'un point de vue opérationnel, ça pourrait passer par une repriorisation au sein des demandeurs de ces ménages relogés dans le cadre d'un relogement en rue. Deuxième axe, c'est le maintien des liens de voisinage, donc vers une meilleure prise en compte dans le relogement. On sait que c'est déjà quelque chose qui est fait en partie par les bailleurs, par les équipes de Mousse, qui essayent au maximum de maintenir ces liens de voisinage. Voilà, on pense que c'est quelque chose qui doit être posé, réaffirmé comme une des conditions de réussite du relogement, et notamment pour certains profils, on l'a vu, des ménages très fragiles ou des ménages très inscrits dans ces liens de voisinage. Le troisième axe, c'est celui de l'amélioration de la qualité de l'offre dédiée au relogement et puis du suivi et du traitement des malfaçons. On a vu qu'un des forts freins au relogement, en même temps qu'une source d'échec dans la perception du relogement, c'est l'offre mobilisable avec la réduction des surfaces des pièces, l'absence de rangement, la mauvaise insonorisation des logements neufs qui constituent autant de sources d'insatisfaction. Et puis, sur un autre registre, c'est la mauvaise qualité des travaux, des fois la lenteur dans la prise en compte des malfaçons, de l'entretien, des fois des problèmes de gestion qui arrivent très vite après la livraison des opérations et qui vont avoir un impact extrêmement fort. Et donc, comment est-ce qu'il y a une forme de référentiel sur la qualité d'habiter qui pourrait être proposée. Et puis, dernière partie, mais on l'a déjà vu, on va y revenir, c'est la question de l'accompagnement de post-relogement extrêmement renforcé dans la perspective de cette appropriation du nouveau logement, de la nouvelle résidence, du nouveau quartier, de la connaissance du tissu d'équipement, du développement des liens de voisinage. Mais en même temps, pourquoi pas, comment est-ce qu'on accompagne à maintenir des liens avec l'ancien quartier et les voisins d'origine. Et puis le dernier point en lien avec le premier, c'est l'accompagnement à la poursuite d'un parcours résidentiel si les conditions ne répondent pas aux attentes. Du coup, en synthèse, on vous propose quelques pistes qui sont à explorer, alors qui sont à mettre en débat. Encore une fois, il n'y a rien d'écrit, rien d'arrêté. C'était nos petites réflexions à l'issue de l'analyse de cette centaine d'entretiens, des échanges qu'on a pu avoir avec les membres du groupe de travail animé par l'ONPV et la NCT, qui seront à déployer en fonction des différents contextes territoriaux. Là, c'est vrai qu'après, on n'a pas remis en perspective les différents profils en regard des différentes typologies, selon qu'on est en copro, en centre ancien, en grand quartier d'habitat social, en petit quartier d'habitat social, tout le référentiel que Loïc a évoqué en introduction. Du coup, ces pistes. La première, ça serait du coup, Agnès le disait, la question de l'annonce des modalités de relogement. Alors, on le sait, c'est quelque chose qui est assez sensible. C'est toujours délicat d'arriver dans un quartier en disant on ne sait pas encore quels immeubles vont être démolis, mais on peut vous dire déjà qu'il y a des immeubles qui vont être démolis. Quoi qu'il en soit, on pense que c'est intéressant finalement de parler de relogement, d'opportunités en termes de parcours résidentiel avant de parler de démolition en tant que telle. Et plutôt que souvent d'annoncer le projet de renouvellement urbain comme voilà, une transformation du quartier, c'est-à-dire comment est-ce qu'un projet de renouvellement urbain est aussi présenté comme une opportunité de nouveaux parcours résidentiels pour les habitants de ce quartier. Et de rassurer très en amont sur l'accompagnement qui sera mis en place pour accompagner à la formulation de ces parcours résidentiels. Et donc pas seulement un accompagnement au relogement, mais bien un accompagnement à un nouveau parcours de vie, un nouveau choix de vie. Avec bien sûr une seconde salle d'information renouvelée lorsque les programmes de démolition sont définis et beaucoup plus ciblés ici sur les ménages concernés.
Le deuxième volet, c'était celui de tout le diagnostic et l'accompagnement social pré-relogement, pendant le relogement, et puis on le verra post-relogement, notamment pour les ménages les plus en difficulté. On a vu ce qu'on a pu qualifier d'invisible, et lui-même développé autour de deux axes. Un premier qui est vraiment ce besoin d'un accompagnement aussi sur le volet social, et on a des territoires qui expérimentent ça, de se dire comment est-ce qu'on accompagne sur des sujets santé, sur des sujets emploi, dans le cadre du relogement. Et puis le second, c'est comment on se dit, comment est-ce qu'on passe de l'accompagnement au relogement à l'accompagnement au parcours résidentiel. Et parce que quelque part, c'est un petit peu un des enseignements transversaux, c'est que quels que soient les parcours, alors, ceux qui s'estiment gagnants le verbalisent, d'autres le verbalisent en creux ou en négatif, mais c'est de se dire finalement parfois ce relogement qui au départ a été subi, il nous permet aussi de prendre conscience que nous aussi, habitants de quartiers populaires, de HLM, on a le droit de bouger, de changer de logement et d'imaginer peut-être choisir là où est-ce que l'on va vivre. Et que finalement, je dis que si dans l'accompagnement au relogement, il y avait vraiment une focale là-dessus, sur le parcours résidentiel, l'idéal en termes de vie, plutôt que sur le choix du relogement et du nouveau logement, ça serait une piste qui permettrait de faire basculer certains ménages de catégorie plus négative vers les gagnants. Troisième priorité, troisième étape qui nous semble nécessaire, c'est vraiment la question de la visibilisation de l'offre mobilisable, et donc de proposer une ouverture de ces choix résidentiels. Nous, il nous semble que cette notion d'ouverture, elle passe par la fin du dogme de 3 propositions successives. Finalement, comment parler de choix résidentiel lorsque c'est un seul choix l'un après l'autre, et on a vu combien ça génère pour certains des angoisses. C'est souvent dans cette catégorie qu'on trouve le pari raté, de ceux qui se sont dit moi je vais prendre la première offre parce que je ne sais pas quelle sauce je serai mangé derrière, ou à l'inverse, d'autres qui ont dit je vais attendre jusqu'à entre guillemets qu'il n'y ait quasiment plus d'offres, et qui se disent non, mince, j'aurais dû prendre la première. Et donc c'est souvent donc comment est-ce qu'on peut retravailler cette notion de choix? On sait qu'il y a certains territoires qui expérimentent aujourd'hui le fait de proposer les offres 2 par 2. Mais aussi, et Agnès le disait, comment est-ce qu'on visibilise l'offre par différents outils. Certains territoires travaillent aussi sur des visites virtuelles, des visites des logements sur tablette, pour donner à voir ce qu'il serait possible. Quatrième axe, c'est tout ce qu'on évoquait sur la notion de qualité d'habiter, et donc comment est-ce que ces propositions vont intégrer pleinement cette notion de qualité d'habiter et d'amélioration des conditions de vie. Et ici, il y a un sujet sur la reconstitution de l'offre locative sociale qui pourrait conditionner son financement, dépassant, je veux dire, les critères environnementaux habituels que l'on trouve aujourd'hui, mais pour aller vraiment sur des notions de conditions de vie, de taille des pièces, de présence de rangement, de taille des ouvertures, des fenêtres. On a eu beaucoup de retours, et c'est des choses qui peuvent paraître comme des détails, tout bêtes, mais combien disaient, moi, je m'aperçois que les fenêtres sont beaucoup plus petites dans le logement où je vis aujourd'hui, et en fait, ça me pèse. Je pensais pas que ça serait aussi difficile. Donc voilà, vraiment pour nous un sujet là-dessus, et qui fait résonance à un certain nombre de débats aujourd'hui actuels, avec le rapport Leclerc ou le rapport du think tank idéal sur ces questions-là. Un point sur le maintien de conditions de déménagement all-inclusive, on va dire, quels que soient les choix opérés par le ménage. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on a effectivement une prise en charge globale du déménagement, avec des débats qu'on a sur certains territoires. Est-ce que on prend complètement en compte le relogement hors département, etc.
On le disait aussi, hein, la question du renforcement de l'accompagnement post-relogement, renforcement en moyens et renforcement dans le temps, dans cet objectif vraiment de faciliter l'intégration dans le nouvel environnement, que ce soit sur les liens de voisinage, l'intégration dans une nouvelle école, l'appréhension des nouvelles mobilités, etc. Et là-dessus, c'est un sujet qui est sensible. Je pense que ça ne peut pas être le seul travail des bailleurs, mais il y a un travail très collectif d'intégration qui est sans doute à mener sur ce sujet. Et puis le dernier, on y est revenu plusieurs fois sur ce sujet, c'est cette question du droit de suite, du droit à l'erreur, du droit au retour, du droit à la poursuite, du parcours résidentiel. Et il nous semble que voilà, sur les différents profils, le relogement est une mobilité résidentielle en soi forcée, mais qui peut révéler des aspirations nouvelles. Et l'idée, ce serait que les ménages qui ont été relogés resteraient prioritaires en matière de logement social pendant une certaine durée, pour pouvoir soit revenir dans le quartier rénové, soit poursuivre leur parcours résidentiel. Moi, j'ai été assez frappé dans le cadre de certains entretiens. Une personne qui disait, finalement, au début, j'ai eu très peur quand on m'a parlé de relogement. Aujourd'hui, je suis plutôt satisfait des conditions dans lesquelles je vis aujourd'hui. Mais surtout, ça m'a permis de me projeter et je me dis qu'en fait, je vais sans doute pas finir ma vie dans ce nouveau logement dans lequel je suis, alors que le précédent, je pensais y finir ma vie. Et d'avoir vécu ce déménagement, ça m'a fait prendre conscience que j'avais peut-être le droit à autre chose, voire à sortir du logement social. Et il y a vraiment cette idée d'une remise en perspective et d'une sortie de la tête de l'eau, d'une forme d'émancipation et de se dire à un moment donné, voilà, nous aussi, on a peut-être voilà, l'opportunité de changer de logement, d'avoir des souhaits résidentiels et de se projeter. Et quelque part, ça peut être une des vertus du relogement que de proposer ces opportunités. Voilà, je crois qu'on en a à peu près terminé. Encore une fois, on prend toutes les précautions quant à cette série un peu d'idées. L'enjeu, et voilà, c'est vraiment que chacun puisse s'en saisir, y réfléchir, qu'on puisse les mettre en débat. Et puis voilà, le cas échéant, en discuter. Merci Maxence. Voilà, pour l'exposé toujours un peu frustrant dans sa brièveté, mais en même temps, on a juste le sentiment vous a exposé un peu l'essentiel de ce qu'on a retiré de cette évaluation qui a déjà quelques temps, maintenant quelques mois. Peut-être que maintenant, Mathieu peut nous faire le relais des questions qui se sont posées éventuellement et engager un débat entre nous tous. Oui, merci pour votre présentation. Merci à vous trois. Alors, en effet, il y a pas mal de questions qui sont arrivées à l'écrit. Si on a un peu le temps, on pourra compléter aussi avec des questions plus spontanées à l'oral. Alors, il y en a eu quand même voilà, pas mal, donc on va essayer d'en sélectionner. Si on ne peut pas répondre à toutes, peut-être qu'on pourra faire un retour via la plateforme sur les autres questions qui n'ont pas eu de réponse. En tout cas, voilà, ce qu'on a noté, on pourrait commencer peut-être sur une question un peu sur la méthode et la temporalité un peu dans votre enquête. Quelle temporalité vous avez du coup choisi par rapport à vos entretiens entre le relogement et l'entretien? Est-ce que vous avez eu un peu une méthode sur ça précise avec une temporalité précise? Je peux répondre assez aisément. L'idée, c'était, l'objectif, c'était d'essayer de rencontrer les ménages 5 ans après. Dans les faits, retrouver ces ménages 5 ans après, quand on est passé par le tirage au sort, ça n'a pas toujours été simple. Mais on était bien sur cette idée d'aller rencontrer les gens à l'issue de leur remise en perspective dans leur nouveau contexte. Après, comme je disais en introduction, le traumatisme qu'il peut y avoir à l'occasion de l'annonce et la mise en œuvre de ce relogement pour voir si ces effets du relogement, au-delà de cette période pas toujours simple, a été passé, quoi.
Donc, l'idée, c'était 5 ans. Après, je ne peux pas vous dire pour nos 100 ménages, exactement le pourcentage de ceux qui ont été rencontrés 5 ans, 6 ans, 7 ans après ou 4 ans. Ok, merci Loïc. Encore une question, peut-être un peu sur votre approche, constituer votre panel d'entretien et de personnes interrogées. Via quel support est-ce que vous avez sollicité peut-être directement les bailleurs pour trouver ces entretiens? Alors, encore une fois, on a travaillé avec les bailleurs sur la base de l'analyse des RIM et de ce que je vous ai disais en introduction, là, de cette mise en œuvre du relogement dans la mise à distance ou pas du quartier. On a essayé, dans les 10 ménages rencontrés, d'avoir une représentativité de cette mise en œuvre du relogement, étant entendu mise à distance plus ou moins forte du quartier d'origine. Et ça, pour le coup, on a travaillé sur la base d'un échantillonnage sur les fichiers RIM et après, pour avoir les numéros de téléphone ou la mise en relation en direct, on a travaillé avec les bailleurs, bien évidemment. D'accord, outil RIM, c'est noté. On avait aussi des questions. Vous évoquiez toujours, ça c'était Loïc, sur la slide, sur la période de relogement qui a été plutôt bien vécue, donc pour certains profils. Vous évoquiez qu'il y avait 2 tiers des locataires qui ont vu augmenter leur loyer. Il y a une question qui était en rapport par rapport à ça, qui demandait un peu une précision. Est-ce que vous parlez d'augmentation de loyer ou plutôt de reste à charge? Donc, est-ce que vous avez peut-être confirmé, parlez bien d'augmentation du loyer? On était bien sur cette augmentation de loyer, mais on a interrogé, alors là, on n'a pas regardé, alors qu'on avait les RIM, on n'a pas regardé précisément, parce qu'en général, dans la mise en œuvre du relogement, le reste à charge reste bien contenu, même si site par site, il peut y avoir des dérogations ou des règles locales qui ont pu se mettre en place. Mais c'était la perception de cette augmentation du reste à charge qu'on interrogeait, et pour, je disais, la plupart, les 2 tiers avaient cette perception d'une augmentation, j'allais dire tout compris, mais compensé, entre guillemets, accepté de par le nouveau cadre qui a été proposé. Et alors, c'est vrai que dans cette évaluation du reste à charge, effectivement, l'appréciation de cette augmentation renvoie vraiment à un rapport qualité-prix. C'est-à-dire que si le reste à charge, enfin, si la qualité du logement peut justifier, ou l'augmentation de la qualité du logement, de l'environnement, etc., peut justifier cette augmentation du reste à charge, elle est acceptée. Mais il faut vraiment qu'il y ait un gap qualitatif dans l'offre de ce nouvel habitat. Merci Agnès. Et dans la continuité un peu sur la question un peu du reste à charge et l'augmentation de loyer, on avait aussi une question par rapport aux ménages que vous avez interrogés. Est-ce que le sujet de la minoration de loyer que peuvent pratiquer les bailleurs, est-ce que ce sujet a été abordé par certains ménages que vous avez interrogés pour justement atténuer un peu le risque d'augmentation du risque à charge ou d'augmentation du loyer? On ne t'entend pas, Maxence. Pardon. Oui, j'allais dire que c'est un sujet presque technique et qui, paradoxalement, n'est pas complètement perçu par les habitants. À un moment donné, ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils continuent à payer. Mais j'allais dire que on n'a pas eu, alors à moins, voilà, Loïc, Agnès, vous me reprenez si je me trompe, mais j'ai pas le sentiment qu'on ait une connaissance précise des mécanismes qui jouent sur le reste à charge. C'est pas quelque chose qui est pleinement conscient en disant tiens, finalement on sait que les bailleurs ont mis au pot pour diminuer le loyer, etc. Sachant qu'en plus c'est un petit peu avec du temps qu'on a fait les entretiens, donc c'est pas quelque chose sur lesquels les ménages sont revenus, non, pas dans les entretiens.
D'accord, manque de visibilité. Après, c'est Alors, vrai que, comme le dit Maxence, il y a cet effet du temps. Quand on fait des enquêtes juste après relogement, effectivement, cette prise en charge du différentiel de loyer est très prégnante et très inquiétante pour les ménages, hein, parce qu'elle s'opère sur quelques années, on a peur de ne pas suivre, hein. 5 ans après et a posteriori, c'est vrai que je n'ai pas le souvenir d'avoir été confrontée à des personnes mises en difficulté liées au rattrapage du différentiel de loyer. Mais voilà, je sais pas, il faudrait peut-être refaire le tour de nos collègues qui ont fait tous les entretiens avec nous. Voilà, pas sur nos sites en tout cas. Alors, on a également aussi une question peut-être un peu plus quantitative, notamment sur les différentes familles de profils que vous avez présentées. Est-ce que vous avez eu une idée un peu de la proportion que représentent ces différents profils, la répartition sur le panel du coup des ménages interrogés? Oui, Oui, mais c'était si la présente, question, pardon. voilà, enfin la question c'est oui, on a cette réponse globalement puisqu'on l'a présentée. Après, je crois qu'il y a une question sur est-ce que cette répartition s'effectue de la même manière selon les sites et leurs singularités. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas fait l'exercice, mais je pense qu'on est sur un échantillonnage trop faible là pour le coup pour se dire à 10 ménages, voilà, enfin, les traitements n'auraient pas eu de sens à cette échelle. C'est Je ça, sais parce que pas moi je si crois qu'encore une fois, faire attention à l'approche quantitative sur cette ouais. étude, je pense qu'il lui donne du sens. C'est une centaine d'entretiens longs auprès de ménages relogés. Alors bien sûr, on a essayé d'en tirer des enseignements plus quantitatifs, et c'est comme ça qu'on arrive à cette idée de dire, voilà, on a à peu près 58% de gagnants, 14% d'indifférents et 28% de perdants. Encore une fois, ces chiffres, ils sont à prendre avec des pincettes parce que c'est sur un échantillon d'une centaine de ménages et que voilà, c'est à notre sens plutôt les éléments qualitatifs qui méritent d'en être ressortis. Ce serait une erreur de sortir un plan com en disant super, 58% des ménages sont gagnants du relogement. Tout à fait. C'était pas l'ambition, hein, c'était, mais puisque il y a ce regard d'ensemble qui nous permettait d'essayer d'appréhender les différents mélanges qu'on a rencontrés. On en a d'ailleurs beaucoup discuté hein, entre nous de la mise en statistique de notre échantillon. Et on n'était pas. Enfin, il y a eu des débats, il y a eu des débats là-dessus. Et j'abonde dans ce que Maxence vient de dire. Il ne faut pas faire un plan de com sur les 58% gagnants dans les opérations de renouvellement urbain, même si la tentation sera grande. Et il faudra y faire très attention au regard des différents sites qui ont bénéficié de ça. Je pense que ces évaluations sont à mener localement. Il y avait justement une autre question sur ces proportions. Est-ce qu'on les retrouve à peu près sur chaque site? Du coup, vous avez répondu aussi indirectement voilà, à cette question plutôt quantitative. Bon, on est quand même pas mal avancé dans le temps. On va essayer de sélectionner encore peut-être une ou deux. De toute façon, les autres, on pourra apporter une réponse voilà, plus tard. Peut-être je retrouve peut-être une question sur le nombre de refus, de propositions qu'il pourrait avoir du coup au sein des ménages interrogés. Il y avait une question sur est-ce que vous avez pu mettre un peu en cohérence cette question voilà, des refus des ménages pour le relogement et le mettre un peu en relation avec les différents profils que vous avez identifiés. Est-ce que le nombre de refus a été peut-être un peu un paramètre que vous avez pris en compte? Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve. C'est qu'on ne l'a pas traité après de manière quantitative, mais c'est vrai que les ménages l'ont évoqué lors des entretiens. Notamment si on revient un petit peu hein, sur le pari raté, c'est quelque chose voilà, où
va avoir les deux, j'allais dire les deux extrêmes, soit des gens qui ont fait une stratégie, qui ont pris une stratégie de se dire on va prendre le premier relogement parce qu'ils vont forcément nous présenter la première offre, ça sera forcément la meilleure, ou d'autres qui ont fait le pari inverse, c'est de dire non, non, nous on va attendre, ils vont d'abord nous proposer les moins bons logements donc il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas de règle non plus sur le rapport entre le nombre d'offres et le fait qu'on ait un relogement qui est perçu comme réussi. Après, moi, il y avait un On peut dire petit point peut-être quand sur même que c'est sur les… en gros, les indifférents sont ceux qui ont opéré le moins de refus parce que justement, ils sont passés un peu à côté du processus. Alors, c'est vrai que c'est… Moi, j'ai été marquée par rapport à ce que disait Maxence, c'est que autant quand on fait des enquêtes relogement juste à l'issue de l'opération de relogement, c'est vraiment une question qui est très prégnante. 5 ans après, la mémoire est beaucoup plus fragile sur cette question des refus, etc. Sauf s'il y a eu vraiment des refus liés aux mises en échec, là, pour lequel de toute façon le relogement était indépassable. Donc on va jusqu'au bout du truc et on se retrouve un peu seul dans la tour démolie. Voilà, des cas un peu extrêmes, mais quand même, au bout de passer les 5 ans, c'est un petit peu compliqué pour les ménages de se souvenir du nombre de propositions qui leur ont été faites et la manière dont ça leur a été proposé. Il y a un peu une mémoire qui s'estompe. Complètement d'accord, effectivement. Moi, il y avait deux points sur le chat, Mathieu, que tu n'as pas soulevé, qui me paraissaient intéressants. Il y avait une question sur les parcours résidentiels et sur le fait de potentiellement en parler sans lien avec les opérations de démolition. Est-ce que ça risquerait pas de frustrer des ménages en soit une mutation qui serait du coup pas concernés par le relogement opérationnel si leur immeuble est conservé sur site? Effectivement, c'est un sujet, mais quelque part derrière, ce qu'on met, c'est aussi tout l'enjeu des mutations et d'améliorer aussi les processus de mutation avec quelque part le constat que de renforcer la mobilité résidentielle dans un quartier en facilitant les mutations va aussi libérer un maximum de logements pour le relogement. Donc voilà, si on était fou, est-ce qu'on ne parlerait pas même de mousse mutation autant que de mousse relogement? Et c'est en ce sens-là qu'on se dit qu'il y a un travail pas pour parler d'accompagnement au parcours résidentiel. Et effectivement, on pose la question peut-être pour des ménages qui ne seraient pas directement concernés par une démolition, mais parce qu'ils libéreront potentiellement des logements pour des ménages issus du relogement qui voudraient rester dans le quartier. Et puis, il y avait une deuxième question sur le coût. Je crois que c'est Janine Fialon qui disait un suivi renforcé et global, c'est 1 000 à 1 500 euros par ménage pour 12 à 18 mois. Effectivement, je pense que c'est un minimum. Je crois que tout notre propos, c'est aussi d'apporter un argumentaire sur la nécessité d'appui financier de la part des partenaires sur ces sujets. Encore une fois, on pense que ce que tout au moins montre et met en évidence cette évaluation au dire des ménages, c'est combien ou peu importe qu'ils soient hors du quartier ou dans le quartier, finalement, les déterminants sont très largement dans la qualité de l'accompagnement. Voilà, on a eu aussi des témoignages très touchants de gens qui nous parlaient des personnes qui ont accompagné leur relogement en parlant, voilà, encore avec des trémolos dans la voix, tellement c'était des gens qui avaient été importants pour eux et sur qui ils faisaient reposer, j'allais dire, une partie de l'amélioration de leurs conditions de vie. Quand on parle d'amélioration des conditions de vie, c'est aussi un nouveau rapport à l'emploi, un nouveau rapport à l'école pour les enfants, une nouvelle vie sociale. C'est aussi tout ça qui est derrière. Et on a voilà, des personnes qui disent, mais moi, c'est Madame Machin qui s'occupait de mon relogement et c'est grâce à elle que mon mari a retrouvé un emploi, que mes enfants réussissent à l'école, etc. Même si c'est peut-être pas que grâce à la personne qui a accompagné le relogement, mais c'est aussi grâce à ça. Et donc, voilà, il nous semble que si
il y avait vraiment une priorité à mettre, notamment sur la question financière, c'est de financer beaucoup plus fortement cet accompagnement. Et l'accompagnement, c'est même plus que Madame Machin ou Monsieur Truc, c'est Isabelle ou Christine. Voilà, c'est vraiment c'est une personne incarnée dans un prénom et avec une forte proximité qui a marqué quoi, cette aventure. Et moi, je rajouterais, je ne sais pas si c'est pour conclure, dans cet accompagnement post-relogement, il y a des questions, il dit mais combien de temps? Et là, j'allais renvoyer le sujet sur la question de la politique de la ville autour de ces quartiers prioritaires. C'est un projet en continu, puisque les gens qui sont éloignés du quartier, ils sont toujours dans des relations avec le quartier d'origine. Et si elles sont coupées, elles sont sous-coupées et ça renvoie à la mise en échec de suite, ou rapidement, du processus de relogement. Donc, autant on peut avoir un accompagnement comme on l'a décrit, mais aussi cette exigence ou cette vigilance à avoir en permanence, dans le temps long, à essayer de créer les ponts entre les gens qui ont vécu ces quartiers et qui en ont une mémoire, comme disait Maxence, touchante. Et cette relation, elle se travaille, j'allais dire, en continu, au-delà du juste relogement, projet résidentiel. Trouver les lieux, les moments, mais ça renvoie bien au-delà de la responsabilité du bailleur. Hein. C'est ça. C'est ce pont entre ceux qui en sont partis, mais qui en sont dépositaires ou qui ont l'histoire avec ces quartiers, c'est hyper important pour pérenniser les acquis du renouvellement urbain. Merci Loïc. Je pense que ça va être le mot de conclusion. On a un peu dépassé. Alors, il y avait encore de nombreuses questions qui est tout aussi intéressantes, pertinentes. Donc, comme le disait Najla sur le chat, on va essayer de répondre du coup à toutes les questions par écrit via la plateforme. On diffusera également aussi le replay. Donc, indirectement, il y aura le support qui sera accessible. Et sur l'étude en elle-même, sera a priori diffusée courant octobre. Donc voilà, on apportera peut-être plus de précision. Et je vois qu'il y a une question sur la plateforme. C'est la plateforme de la grande équipe de la réussite républicaine. C'est la plateforme politique de la ville. Peut-être que si quelqu'un a un lien, on pourra l'envoyer. Et sur le site de l'ONPV, l'étude sera aussi diffusée. Donc voilà, mais les questions, ce sera en tout cas sur la plateforme. On essaiera de répondre à toutes et le plus vite possible. Merci à tous. Merci à Elga. Merci au groupe Réflexe, à Maxence, Agnès et Loïc. Et merci à tous les participants d'être venus nombreux.